il est hyper puissant dans la capacité à structurer une stratégie d'impact, de business cohérente, alignée. Cette notion de valeur, elle est arrivée très vite dans notre réflexion. On s'est dit, parce que c'est fédérateur, on sait que pour savoir comment on fonctionne entre nous, il faut le faire. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Hello Marie-Capucine. Salut. Merci de m'accueillir dans les très beaux locaux de Ring. Tu m'as fait une petite visite avant qu'on commence. Écoute, moi j'arrive et tu vois, pour moi comme pour beaucoup, l'objectif d'un fonds d'investissement comme Ring, c'était de gagner de l'argent et d'en faire gagner à ses investisseurs. Et toi, il y a 6 ans, donc tu cofondes Ring Capital avec une volonté de combiner performance et impact. Autant performance et finance, on voit bien, autant l'impact, c'est un truc de financier. L'impact, ça devient un truc de financier et c'est une bonne nouvelle si ça devient un truc de financier. Pour répondre, je pense qu'on est à un moment où peut-être que c'était pas tout à fait possible par le passé de combiner impact et performance financière. Je pense qu'on est à un moment où il y a d'une part une telle urgence à résoudre des gros problèmes sociaux et environnementaux que d'un seul coup, ça apporte de la valeur de savoir les résoudre. Et dans la valeur, il y a de la valeur extra-financière, le fait d'apporter cette solution, mais il y a de la valeur financière puisque les gens sont prêts à payer pour avoir ces solutions à ces grands problèmes sociaux et environnementaux. Donc, on est à un moment où on peut combiner performance financière et performance d'impact. Après, ça se fait pas exactement forcément comme on a fait tout jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses qu'il faut revoir et faire évoluer. On parle de transition, quand on parle de transition écologique, sociale, etc. Il y a une vraie transition de la finance aussi à opérer. Mais oui, long story short, c'est possible. Oui, c'est intéressant. Il y a vraiment ce côté de... En fait, il y a un besoin, peut-être le plus grand besoin qu'il n'y a jamais eu. Donc, il faut le satisfaire. Donc, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, c'est normal de le financer. Hyper clair. Alors, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter plus en détail et aussi nous présenter qu'est-ce que c'est que Ring et qu'est-ce qui fait la particularité de Ring? Yes, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Marie-Capucine Lemettet. J'ai 37 ans. J'ai 2 enfants, bientôt 3. Félicitations. Merci. Je travaille chez Ring depuis effectivement 6 ans, où j'ai rejoint Nicolas et Geoffroy qui avaient démarré le projet et qui avaient écrit le projet et qu'on constitué une petite équipe au démarrage quelques mois avant la levée du premier fonds et la création de la société de gestion. Donc c'était en 2017. Et depuis lors, je suis une des associées de Ring et je travaille spécifiquement, et j'expliquerai un peu ce que c'est, sur le fonds de growth, qui est parmi tous les fonds d'investissement qu'on a, celui qui investit dans les sociétés matures, là où on va aussi financer des sociétés un peu plus jeunes. Donc, quand on parle de sociétés matures, c'est des sociétés qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont rentables et qu'on pousse vraiment à croître. Avant ça, parce que j'avais une petite vie avant Ring, donc moi j'ai pas un parcours de pure financière ou d'investisseuse type. J'ai travaillé dans l'opérationnel pendant une 10aine d'années. J'ai fait d'abord un peu de conseil et ensuite j'ai travaillé sur des fonctions marketing en banque en ligne et en fintech. D'accord. Voilà, et ça c'est aussi l'ADN de Ring un peu particulier, c'est qu'on est pas mal de l'équipe à ne pas être des financiers, à pas être venu avec le track record d'investisseur, mais à être venu avec un background d'opérationnel qui a vécu la vraie vie des boîtes. Exactement, oui. En espérant que ça nous donne à la fois une capacité à regarder les dossiers avec un angle opérationnel et de bien comprendre les situations dans lesquelles sont les sociétés dans lesquelles on investit, de pouvoir les accompagner éventuellement opérationnellement ou là encore bien comprendre ce qu'elles peuvent vivre et mettre nos compétences opérationnelles au service du projet Ring en soi, qui est une entreprise
comme tout le monde, et qui, si je parle pour moi, a besoin de travailler un peu son marketing. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, on investit, mais aussi on accompagne nos participations, d'où la particularité d'avoir des profils opérationnels. Justement, tu parlais du fonds growth, parce que on parle de fonds d'investissement, mais c'est souvent un peu un abus de langage. Tu as parlé de société de gestion, vous avez plusieurs fonds. Tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste et comment ça se structure? Donc, effectivement, on a créé Ring il y a 6 ans. Et en 6 ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vais pas vous faire tout l'historique année après année. C'est parti, 2017. Exactement. Non, on va se dire qui on est en 2023. Et en sachant que ça a un peu, effectivement, on s'est un peu cherché pendant 6 ans. Aujourd'hui, on est assez clair sur qui on est. C'est plutôt bien. On est une société de gestion dédiée à l'impact, avec une mission unique qui est d'accompagner et de financer les entrepreneurs qui trouvent et qui proposent des solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps, et qui trouvent aussi des modèles qui permettent d'allier la performance financière avec l'impact, et donc la pérennité des solutions qu'ils trouvent. Donc ça, c'est notre mission. Et ensuite, on déploie notre mission au travers d'un certain nombre de stratégies d'investissement et d'une stratégie un peu particulière de philanthropique. On y reviendra. Aujourd'hui, sur la partie investissement, on a 3 fonds qui répondent à cette même mission, qui regardent en gros les mêmes secteurs et les mêmes sujets d'impact social et environnemental, et qui sont à 3 stades de maturité différents. On a un fonds, ce qu'on appelle de seed, donc d'amorçage, qui regarde des dossiers très jeunes, pré-revenus parfois, ou vraiment au démarrage de leur activité. Ensuite, on a un deuxième fonds. Donc, ce premier fonds, s'appelle Génération. Le deuxième fonds s'appelle Mission. C'est un fonds de VC, Early Stage, Série A. Il y a plein de façons de définir. En gros, des sociétés qui ont déjà, pour le coup, une traction, qui font autour de 1 million d'euros de revenus et qui ont une super perspective de croissance. Et le troisième fonds, qui est le fonds Altitude, celui sur lequel moi je travaille, qui est le fonds Growth. Comme on l'a dit, boîte déjà un peu mature, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, à l'équilibre. Et on est vraiment, effectivement, sur un sujet d'accompagnement sur l'accélération de la croissance. On travaille l'internationalisation, la croissance externe, ou tout simplement la croissance organique et la structuration de l'organisation pour vraiment pouvoir passer à l'échelle. Oui, vraiment, c'est ces 3 fonds, cette notion de changement d'échelle à 3, justement, stades différents, quoi, effectivement. Et alors, justement, c'est intéressant parce que c'est pareil pour beaucoup de gens, l'investissement, c'est que tu reçois un deck, tu parlais de boîtes pré-revenus, et c'est un peu le truc un peu glamour dont on a beaucoup parlé dans les précédentes années. Tu te dis, bon, est-ce que celle-là va marcher, est-ce que ça va pas marcher? T'investis dans 10, t'espères qu'il y en a une qui fera, x100, x200, etc. Quand tu fais ça sur des trucs à impact, tu sors un peu des modèles de SaaS quand on a beaucoup vu lever des centaines de millions d'euros pendant des années. Et concrètement, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'une boîte à impact aura du succès, alors que pendant longtemps, avoir un impact social ou environnemental, c'était quelque chose qui pouvait pas gagner d'argent, quoi? Alors, la façon dont on regarde, et effectivement, c'est quand même des métiers assez différents selon les fonds. Tu as raison, en amorçage, il faut financer plein de très jeunes projets. Il y en a malheureusement plein qui n'aboutiront pas, et puis tu en as un qui va potentiellement faire toute la performance du fonds, qui est très différent du fonds de growth, où comme les sociétés ont déjà une certaine maturité, il y en a qui performent mieux que d'autres, mais a priori, t'as pas de casse et tu vas pas avoir une boîte qui fait x100. Si on en a une, on sera très content. Tu sais plus où tu mets les pieds, ils sont déjà à l'équilibre. Et l'écart type, effectivement, de performance est beaucoup plus resserré. Sur le sujet d'impact, qu'est-ce qui nous drive aujourd'hui? C'est on a identifié un certain nombre de problématiques ou d'enjeux, si on essaie d'être positif et pas parler de problèmes. Et il faut qu'on trouve des solutions. Donc, c'est l'innovation dans la solution, la capacité à dire, en fait, à tel problème ou à tel enjeu, je suis capable d'apporter une solution, souvent grâce à la tech ou à l'innovation. Et en fait, je pense que c'est une tendance très forte, je pense que le besoin est très important, et je pense que la façon dont les entrepreneurs l'adressent est intéressante. C'est vraiment ça notre axe. C'est pas que la scalabilité du SaaS, comme ça a pu être le cas pendant un certain temps, et ça continue de l'être sur certains modèles, mais dans l'impact, c'est vraiment la capacité à répondre à la solution. Et dans l'autre sens, si on arrive à faire, on est assez persuadé que si on arrive à mettre l'impact au cœur du modèle, donc la mission de résoudre, d'apporter cette solution, en fait, il y a un effet très très vertueux parce que c'est ça qui crée la croissance, c'est ça qui crée la performance, etc. Avec il faut avoir une vraie notion de réalisme sur le modèle économique derrière, ça c'est sûr.
Ça, c'est hyper important, comprendre, et ensuite, toutes les logiques business, de bien comprendre ses clients, d'être différencié, d'adresser des marchés qui sont importants. Enfin, tout ce qui était vrai sur le côté business classique, dans l'investissement classique, on va dire, par impact, pour moi, il reste vrai sur de l'impact. On va juste, en plus, aller s'assurer que tout ça est dirigé vers une mission qui est de résoudre un problème social ou environnemental. Et justement, tu disais, on a défini une liste d'enjeux et de problématiques sur lesquelles on veut avoir des entreprises qui répondent. C'est vous qui avez défini cette liste-là de, je sais pas, par exemple, c'est les objectifs du développement durable ou tout autre. Il y a plein de choses, qui existent, et avec des gens très intelligents qui ont passé beaucoup de temps. Donc, on utilise ce qui existe. Effectivement, le cadre de référence aujourd'hui, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. Et ensuite, on va effectivement, il y a une logique d'entonnoir, de resserrer sur un certain nombre de secteurs qui concentrent les gros enjeux d'impact, où on voit des solutions nouvelles qui apparaissent, des nouvelles façons d'adresser. Et puis ensuite, il y a le type de financement. On est aujourd'hui, nous, Ring, on n'est pas un fonds industriel, on va pas financer, donc on n'est pas non plus, on n'a pas de véhicule de dette. Enfin, en fonction de ce qu'on a aussi, on va se diriger vers un certain nombre de secteurs ou un certain nombre de modèles qui correspondent à ce qu'on peut apporter, nous, en termes de capital, d'accompagnement, etc. Donc, on part des objectifs de développement durable de l'ONU. On a segmenté un peu sur le volet social, sur le volet environnemental, par les secteurs, par les modèles, et on en vient à avoir une liste à la fois de thématiques, à la fois de types de modèles qu'on peut financer. C'est hyper intéressant, parce que vous avez carrément un portefeuille par ODD, quasiment sur vos participations. Ouais. Effectivement, de toutes les façons, le critère numéro 1, c'est d'être capable de rattacher la société à un objectif de développement durable. Et j'insiste sur un point qui est important pour nous. On fait le choix d'adresser à la fois les sujets sociaux et environnementaux. C'est un vrai choix. Pourquoi ? Parce que on est persuadé qu'aujourd'hui, il y a un gros sujet de transition écologique et environnementale. On en parle de partout. Voilà. Mais je pense que ça, on peut le poser. Il y a assez peu de climato-sceptiques chez nous, normalement. Ok, parfait. Donc, sauf s'il y a des réclamations, on va dire qu'il y a un sujet on peut toujours les envoyer. De transition environnementale. Après, effectivement, la condition de succès de cette transition environnementale, elle est éminemment sociale. Parce qu'il faut qu'il y ait une vraie compréhension des enjeux, une vraie adhésion, et donc une inclusion du plus grand nombre dans les thématiques liées à la transition environnementale. Et par ailleurs, il y a une nouvelle économie. Donc, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers à créer. Donc, il y a vraiment... C'est tout un ensemble. Donc, si on n'adresse que le volet purement climatique, en fait, on se met en risque sur la capacité à réussir cette transition. Donc, et tous les sujets à la fois d'inclusion, de formation, d'emploi et de santé et de soins aussi sont des critères, des facteurs clés de succès de cette transition. Donc, on pense vraiment qu'il faut adresser les deux, et on aime bien la notion de transition juste aussi. Bien sûr. Et pour parer à toute suite de réclamations sur le sujet, il n'y a pas que Ring qui le dit, ça. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans le rapport du GIEC. Voilà, il n'y a pas de transition écologique réussie, il n'y a pas de plus de justice sociale. Donc, ça a complètement du sens. Et justement, ce qui est intéressant, c'est le souci de cohérence que vous avez à ce niveau-là. Et c'est un souci de cohérence que vous amenez aussi à vos participations dans l'accompagnement. Parce que si je comprends bien, en gros, l'engagement que vous prenez quand vous investissez dans une boîte, c'est que cette boîte-là va construire un modèle de mission. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et sur quoi vous essayez de les faire évoluer aussi pour gagner en cohérence autour de cette mission ? Alors, il y a deux choses qui sont importantes, effectivement, pour nous quand on investit du point de vue de l'impact, en plus donc de cette analyse et de cette due diligence un peu classique sur le business. C'est la mesure de l'impact et la notion d'indicateur d'impact et la construction d'un business plan d'impact qui est assez centrale pour nous. Et le deuxième point, mais qui est directement lié, c'est le sujet du modèle de mission. En fait, alors le sujet d'entreprise à mission, c'est éminemment français. Nous, c'est un modèle qu'on aime bien. Et quand bien même on investit hors de France, on trouve que la façon dont on construit le modèle de mission, il est applicable à toutes les sociétés. Et en fait, il est hyper puissant dans la capacité à structurer une stratégie d'impact, de business cohérente, alignée, qui se traduit en objectifs. Enfin voilà, on est hyper convaincus par ce modèle-là. Et donc, après avoir regardé plein de choses, on s'est dit, en fait, notre engagement, c'est systématiquement, quand on investit dans une société, l'aider à construire son modèle de mission. Et si elle en est d'accord, aller jusqu'à obtenir le statut d'entreprise à mission, parce qu'on pense que c'est
c'est un sujet c'est un modèle qui fonctionne très bien et donc autant aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, on vient de faire un investissement dans une très belle société qui s'appelle Caros, qui est la plateforme leader du covoiturage courte distance. Et un des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de notre investissement, c'est de devenir entreprise à mission. Et donc, voilà, nous, écrire la mission, la décliner en objectifs, s'assurer qu'on peut mesurer la capacité à délivrer cette mission, ça fait écho à notre point du début de dire est-ce qu'on est vraiment une solution à un problème social et environnemental ? Est-ce qu'on veut apporter cette solution ? Est-ce qu'on est capable de faire la preuve qu'on apporte cette solution ? Et donc, le modèle est hyper cohérent, évite les effets pervers qui peuvent être liés à un éventuel arbitrage entre la performance d'impact et la performance business. Ça apporte beaucoup de cohérence. Je vois tout à fait. Et ce modèle de mission et ce cercle vertueux, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent à tous les niveaux de croissance de l'entreprise ? Tu veux dire, vous avez 3 fonds, autant sur le fonds, un fonds growth, sur lequel tu t'occupes, je vois très bien l'intérêt. Tu vas encore amener plus de structure, amener une nouvelle manière de lire. Autant sur une boîte qui est pré-revenu, tu te dis dans la tête, t'as été biberonné, fais ton produit et itère vite. T'as pas forcément envie de te dire, je vais écrire des statuts d'entreprise à mission, quoi. Tout à fait. On simplifie, on essaie d'être un peu pragmatique. Ce qu'il faut sur des boîtes effectivement en pré-revenu ou au démarrage, c'est permettre une certaine agilité. Ça veut pas dire qu'il faut laisser de côté tout le sujet de quelle est ma mission, est-ce que je peux mesurer mon impact. Donc on simplifie en fait le modèle. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la même chose, mais on le simplifie et on essaie de l'adapter aux contraintes d'une société très jeune, que ce soit à la fois dans la complexité ou la sophistication du modèle de mission. Sur la mesure, on demande juste à avoir un indicateur, pas tout forcément un panel d'indicateurs hyper compliqué, mais un seul indicateur. Mais c'est quand même important, et ça veut pas dire que si la boîte pivote, comme ça peut être le cas, en fait, elle réfléchira pourquoi elle pivote, sur quoi elle pivote. Est-ce que elle garde sa mission, mais elle pivote sur son modèle ? Est-ce qu'en fait c'est un vrai changement de mission ? Enfin voilà, ça posera les bonnes questions selon nous. Donc, il faut être hyper pragmatique, agile, prendre en considération ce qu'est la vie d'une entreprise qui se crée versus une entreprise qui a déjà 10 ans d'existence. Mais il y a quand même quelques fondamentaux qui sont sur tous les fonds. Oui, c'est intéressant de voir que c'est pas enfermant et que tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, tout le monde peut tellement le faire que, si je me trompe pas, vous avez aussi fait ce chemin-là de redéfinir votre mission, de travailler sur votre culture. Évidemment, on va en parler. Vous avez fait ça il y a 2 ans, si je me trompe pas. Pourquoi c'est devenu important de faire ça, à ce moment-là, de vous aussi vous mettre dans ce modèle de mission ? Écoute, je disais tout à l'heure, je veux pas vous faire l'historique des 6 ans, mais effectivement, si on regarde l'histoire de Ring très rapidement, au démarrage, quand on a créé le premier fonds, c'était un fonds généraliste. On avait une grosse sensibilité sur les sujets de sustainability, mais est-ce que c'était pas le moment ou est-ce que c'était pas le moment pour une nouvelle société de gestion d'arriver sur l'impact ? En tout cas, c'est pas la décision qu'on a prise. Ensuite, on a monté le fonds Mission, le fonds Early Stage, qui était lui un fonds d'impact. On s'est retrouvé à avoir un fonds généraliste, growth, un fonds à impact, Early Stage. On était un peu perdus. Ça nous a tout de suite ça a soulevé beaucoup de questions parce qu'en fait, de fait, notre mission, elle n'était pas claire. Nos valeurs, elles étaient plus compliquées à établir. Pas qu'elles soient intrinsèquement liées à l'activité, mais il y avait un manque de cohérence alors qu'on était une équipe de 12 personnes. Oui. Ce qui est pas... Donc t'as 2 fonds qui travaillent sur des choses très, très différentes avec 12 personnes. C'est quand même des gens qui se voient et qui se parlent. Donc effectivement, à un moment donné, tu as du mal à... Donc ça a fait tilt chez tout le monde. Et effectivement, on a trouvé une solution assez simple qui était de dire, en fait, on a une mission unique et les fonds, ils ont un dénominateur commun qui est cette mission. Et ensuite, ils ont leur propre spécificité, mais plutôt sur le stade d'investissement. Et donc, on a fait pivoter, pour le coup, notre fonds de growth sur des sujets impact, donc en milieu de période d'investissement. Et le fonds successeur qu'on vient de lever est full impact. Donc aujourd'hui, on est parfaitement cohérent. On a eu cette phase de transition. Et qui dit phase de transition et recherche de cohérence dit il faut qu'on écrive ce qu'on sent, qu'est notre intuition aujourd'hui sur là où on veut aller. Et le plus simple pour l'écrire, c'est ce travail sur la mission et sur les valeurs. Sachant que la mission, on l'avait pas abordée avant il y a 2 ans, puisque de fait, on était un peu paumés. En marchant aussi, quoi. Ouais. Les valeurs, on s'était beaucoup essayé. D'accord. On s'était pas mal essayé depuis quasiment qu'on a monté Ring, de se dire, il y a un projet d'entreprise, il y a un projet d'équipe, quelles sont nos valeurs ?
Et en fait, on a acquis une certaine maturité. Donc, on en a écrit un certain nombre de jeux plus ou moins simples qu'on retenait, qui nous servaient. Et puis, effectivement, il y a 2 ans, j'ai le sentiment qu'on avait acquis une certaine maturité sur qui on était. Que le fait d'avoir une mission en plus fédératrice nous a aidés et nous a guidés pour trouver aussi des valeurs fédératrices. On a été bien accompagnés. Oui, on peut le dire. On a travaillé ensemble sur ce sujet. Voilà. Guillaume qu'on salue. Exactement. Non, on a fait un super exercice et donc on a sorti notre jeu de valeurs qu'on utilise du coup énormément depuis 2 ans, qui vivent bien et qui sont très fondatrices pour la boîte et dont on est ravis de parler à l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'était pas tout à fait clair et qu'on savait pas où est-ce qu'on allait. Justement, parlons-en. On reviendra sur la mission après, mais c'est intéressant, je trouve, de se dire... je vois beaucoup de boîtes à impact qui sont complètement drivées par la mission, qui font un énorme taf sur la mission, avec ce format d'entreprise à mission ou pas, mais les objectifs, ça mesure beaucoup, etc. Et alors, tu leur parles de valeurs. OVNI, quoi. Pourquoi c'était important pour vous de ne pas faire juste la mission, mais de aussi travailler sur les valeurs? Et en gros, la mission, c'est pourquoi on fait les choses, les valeurs, c'est comment on les fait. Ouais. Pourquoi avoir poursuivi ce travail au-delà de on sait pourquoi on fait les choses? Déjà parce que c'était quand même une envie de départ. Quand on a créé Ring il y a 6 ans, on s'est dit, on n'est pas que un fonds. Et d'ailleurs, tu parlais de l'abus de langage tout à l'heure. En fait, on ne vit pas que par son activité. Et donc, on n'est pas un fonds, on est avant tout une entreprise. On est des hommes et des femmes et on crée un projet d'entreprise. Donc, cette notion de valeur, elle est arrivée très vite dans notre réflexion. On s'est dit, parce que c'est fédérateur, on sait que pour savoir comment on fonctionne entre nous, il faut le faire. Donc, c'est pour ça que dès le démarrage, autant la mission, elle n'était pas complètement établie, autant les valeurs, on s'était dit qu'il fallait qu'on travaille dessus. Parce que c'est vraiment le ciment de ce projet d'entreprise. En plus, on a un projet, alors nous, on y viendra, mais on a une valeur très forte qui est le sujet du collectif, qui est très fondatrice aussi, si on regarde l'origine de Ring, pour 2 raisons. La première, c'est ce que j'expliquais rapidement, c'est qu'à la base, on est pas mal dans l'équipe et dans l'équipe de départ à pas venir de l'investissement. Ce qui a eu une grosse conséquence sur la façon dont on a travaillé au démarrage, c'est qu'on a travaillé tous ensemble, parce que quand vous avez des gens qui savent faire directement un deal seul et c'est super et ils sont indépendants, autonomes, ils peuvent les faire tout seuls. Soit en fait, vous avez des gens qui sont pas des idiots, mais qui manquent un peu d'expérience et en fait, il faut mettre l'expérience en commun d'une équipe pour arriver à faire les choses correctement. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, on a construit cette équipe au démarrage où il fallait vraiment, on se racontait toutes nos journées. Peut-être qu'on perdait un peu de temps et que c'était pas le plus efficace, mais pour vraiment que notre courbe d'apprentissage, elle soit commune et qu'on apprenne des expériences, des éventuels échecs ou des réussites des gens à côté de nous. Donc ça, c'était hyper fondateur. Et donc cette valeur, elle est venue très vite. Je pense que assez vite, on s'est différencié des autres fonds d'investissement parce que notre organisation, parce que notre casting de départ, il était très très différent. Donc ça, c'est effectivement c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un sujet de partage de la valeur. À l'origine de Ring, et ça, c'est Nicolas et Geoffroy qui l'avaient écrit, je pense, dès le premier jour et qu'on a vraiment déployé ensuite. C'était l'idée de dire, dans les fonds, il y a peut-être un petit sujet de partage de la valeur et qui se fait à 2 niveaux, soit par le qui détient les parts de la société de gestion, qui est actionnaire finalement de la société de gestion. C'est un premier sujet. Historiquement, et dans les fonds, c'est quand même beaucoup les fondateurs, un petit peu les partenaires, et puis ça s'arrête là. Là, on est dans un modèle où chaque employé de la société de gestion, s'il est là depuis plus de 3 ans, peut devenir actionnaire de la société de gestion. Donc, on est un projet, pour le coup, d'actionnariat assez collectif. Et l'autre sujet de partage de la valeur dans les fonds, c'est ce qu'on appelle le carried interest, qui est en gros l'incentive à la performance des fonds. Au-delà d'une certaine performance qu'on a réalisée, il y en a une partie qui va évidemment aux investisseurs, mais une partie qui va aussi à l'équipe. Et là, même schéma, dans des fonds traditionnels, c'est très très concentré sur le haut de la pyramide et pas trop sur le reste. Chez nous, c'est tout le monde, et pas que les investisseurs, y compris les fonctions corporate. Ce qui est pour moi un truc que j'ai pas vu souvent. Oui, mais en fait, c'est assez... Oui, peut-être que de façon directe, c'est pas notre responsable, c'est pas notre directrice financière qui fait les deals. Mais si elle n'était pas là, il n'y en aurait pas. Mais sans elle, l'entreprise ne tient pas, et ça marche avec tout le monde. Mais exactement. Et effectivement, le carry, c'est un truc...
quand t'es jeune, jeune analyste et que tu bosses en fond, c'est un peu un graal d'avoir du carry, quoi. Donc c'est aussi effectivement que tout le monde en est chez vous, que vous ayez une valeur du collectif, ça dit quand même beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est justement de dire c'est que ça nous démarque, mais c'est pas indispensable à notre activité. Donc, tu peux très bien être en fond et pas avoir une valeur de collectif. Et donc vous mettez vraiment ça en application. Là, tu nous as parlé de la première de vos valeurs. Si je ne me trompe pas, il y en a encore 2 autres. Ouais. Tu veux nous en parler? Ouais. La deuxième, je pense qu'elle est moins différenciante, peut-être, mais elle est assez, je pense, nécessaire, en tout cas, pour construire et fédérer une équipe dans notre activité, qui est un sujet de performance. Donc, on l'a appelé performance, même si tous les 3 mois, on se dit est-ce que c'est le bon terme ou pas. C'est de façon générale une valeur qui porte notre engagement, notre envie de bien travailler, de faire sérieusement notre travail, d'implication aussi, et qui se nourrit en plus du collectif, parce qu'on dit, bah voilà, collectivement, on a la capacité à être meilleur. C'est une valeur qui est importante quand on fait notre métier, parce que notre métier, et on l'a dit en introduction, il passe par la capacité à délivrer de la performance. Nous, elle est financière et extra-financière aussi. Mais elle est très importante. Et il y a pas mal, finalement, de façons dont elle se... Quand on dit les valeurs, c'est un peu comment on travaille, bah, il y a pas mal de façons de l'illustrer sur un bon niveau d'exigence qu'on peut avoir. Et c'est vrai, et ça nous oblige aussi vis-à-vis de nos parties prenantes. Cette valeur, elle nous oblige vis-à-vis de nos investisseurs. Quand même, on leur dit, donnez-nous un peu d'argent. Ça, et si tu vas avoir du mal à lever un fonds si tu leur rends pas les retours qu'ils attendent. Exactement. Donc ça met un niveau d'exigence par rapport à eux et par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne. Numéro 1, se conduire correctement, effectivement tenir nos engagements de soutien, de dédier du temps, enfin voilà, de s'impliquer à leur côté. Et puis il y a plein d'autres parties prenantes autour de nous. Donc elle est très importante aussi cette valeur-là, peut-être sur le papier un peu moins différenciante. Qu'un fonds a une valeur de performance, ça semble pas, personne va tomber de sa chaise. En revanche, la façon dont elle s'exprime, elle est peut-être un tout petit peu, elle est peut-être assez personnalisée chez Ring, avec la notion à la fois de collectif, d'intégration à l'écosystème, de performance extra-financière. Ouais, tout à fait. Et la troisième, qui, je dis toujours ça en préambule, et qui peut paraître un peu anodine, qu'on a appelée fresh energy. Pas si anodin que ça, hein. Autant performance, je connais beaucoup de boîtes qui la mettent dedans, et honnêtement, c'est une valeur qui vient souvent contrebalancer d'autres valeurs qui sont plus sympas, on va dire. On est quand même là pour pouvoir être performant et délivrer, et souvent ça rassure de la mettre aussi. Fresh energy, j'ai pas vu souvent, hein. Okay. Ça va, Non, voilà, nous, ce que ça décrit, et la façon dont je vais le dire peut paraître trivial, on veut cultiver une bonne ambiance au sein de Ring. Et une bonne ambiance, ça passe par être positif. Et dans le métier qu'on fait, quand tu parles d'impact, bon, quand tu lis le rapport du GIEC, faut être encore un peu positif à la fin pour... même quand tu as juste fait une fresque du climat. Hein, exactement, à la fin, voilà. Il y a cette notion de positif et d'optimisme. Il y a une notion d'humour et d'utiliser l'humour pour être sympa, rigoler, mais aussi gérer les situations difficiles, dédramatiser un peu, apporter un peu de légèreté par rapport à tous les sujets qu'on peut être amené à gérer. Il y a la notion de solidarité, d'être présent pour les autres, alors qui rejoint aussi un peu le collectif, mais de fait, elles sont toutes un peu cohérentes. De pas d'ego, là aussi, c'est un peu lié à l'humour. Comme on se moque pas mal les uns des autres, c'est sympa et ça évite d'avoir le melon. c'est toujours assez cool. Faut savoir l'utiliser avec parcimonie, mais voilà, c'est tout ce truc-là qui fait qu'on est tous, a priori, jusqu'à maintenant, assez contents de venir chez Ring ici, que on passe des bons moments et qu'il y a effectivement cette notion d'endroit un peu sympa, tourné vers le positif, et où chacun est prêt à mettre son énergie au service de cette bonne ambiance, quoi. Et justement, oui, tu parlais tout à l'heure du carry, de ces notions-là. Est-ce que tu as d'autres exemples de la manière dont ces valeurs elles viennent se vivre et s'ancrer au quotidien sur des exemples de pratiques, de rituels, de choses que vous avez qui vous différencient justement dans la manière de bosser? Alors, j'ai des exemples. Après, ayant pas un benchmark hyper clair de tout ce que font les autres, je ne saurais pas dire.
nous, alors il y a quelques points. Il y a un point de très forte transparence de l'information. Transparence dans la formation. On donne beaucoup de. Alors on utilise Slack comme beaucoup de gens. On donne beaucoup de détails. On écrit beaucoup et pour dire ce qui se passe. Ensuite, on lit pas selon si ça nous est destiné. Mais l'information est très disponible. Et ça permet effectivement à la fois de célébrer les bons moments et de dire qu'on est super content quand il y a de la performance, mais aussi d'être assez humble sur je suis en galère sur cette situation-là et je le dis ouvertement et je vais pas mettre le truc sous le tapis, etc. Donc il y a cette notion de communication très très large et très transparente. Et un des points qui va avec et qui est un point hyper important de nos valeurs, c'est la notion de solidarité. Quand on a un truc qui nous arrive qui est pas une super situation, en fait, on a tout de suite les uns et les autres qui réagissent en disant « Attends, comment je peux t'aider ? Attends, j'ai un truc, je connais un gars qui est super. Attends, je peux te mettre en relation avec elle va t'aider. J'ai déjà vécu ça par ailleurs. » Et en fait, c'est tout le temps. J'ai jamais vu une personne mettre un truc sur Slack en disant « je suis en galère sur un truc. » et personne répond. Ouais. Il y a toujours plein d'initiatives. Voilà. Et cet aspect-là, il est hyper important. Je pense que dans notre métier, il y a des situations qui sont plus ou moins faciles à gérer. C'est souvent, c'est lié à est-ce que tu arrives à faire les deals que tu as envie de faire, est-ce que tu les gagnes ou tu les perds, est-ce que tu arrives à lever ou tu n'arrives pas à lever, est-ce que tes participations vont bien ou il y a un gros coup dur et voilà. Donc il y a quand même pas mal de situations et puis plein de situations humaines qui peuvent être un peu difficiles à gérer. Donc quand même, il peut y avoir des enjeux assez importants. Se sentir soutenu quand on a un coup dur, c'est hyper important. Et vraiment, je pense que chez Ring, ce qui est positif, c'est que les succès sont collectifs, mais les échecs aussi. Et les échecs, il y a un truc on rate un deal ou on a une participation qui va au tapis. Jamais on pointera du doigt celui qui était en lead en disant c'est quand même de ta faute. Tout le monde se dit merde, on n'a pas réussi. Et ce qui finalement c'est rare dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand tu es entrepreneur et que tu gagnes en collectif. Quand tu perds, c'est toi qui as planté ta boîte, quoi. Tout de suite, c'est toi qu'on va blâmer. Et je pense, il y a un autre truc qui est intéressant sur les valeurs et la manière dont vous les vivez, c'est, pour beaucoup de gens, à tort, les valeurs, c'est un truc qui est uniquement interne. En vrai, pas du tout. C'est comment tu fais les choses. Et donc, du coup, comment tu parles à tes clients et vous, en l'occurrence, comment vous parlez à vos participations. Comment le fait d'avoir ces valeurs-là, ça se matérialise dans l'expérience participation? Et je fais des gros guillemets avec mes doigts, même si on le voit pas. Est-ce qu'on peut parler de ce terme-là et en quoi ça vient incarner ces valeurs? De façon générale, c'est un travail qu'on a fait et qu'il faut refaire plein de fois, qui est de dire comment est-ce que effectivement ces valeurs se vivent en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Donc on a fait ce travail, qui est pas le travail le plus facile. Mais de réfléchir effectivement à ce que veut dire vivre ces valeurs et les incarner vis-à-vis de personnes externes qui, elles, sont pas toujours au courant de tes valeurs, ont un mode de fonctionnement différent, etc. Les points importants, je pense, vis-à-vis des participations, il y a l'aspect intégration à la communauté. Nous, on valorise beaucoup, et c'est le sens du collectif, c'est une fois qu'on investit dans une société, comment est-ce qu'on les fait rentrer, dans le collectif pour essayer de créer de la valeur au sens large, que ce soit avec nos investisseurs, avec des gens qu'on connaît, avec d'autres participations, les assos qu'on soutient, etc. Enfin, il y a plein de façons de créer cette valeur. Donc ça, c'est le premier point, c'est de dire, c'est pas juste un investissement, c'est une entrée dans un écosystème, on espère être créateur de valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que le sujet de l'exigence et de la performance, etc., il se vit pas mal j'espère, dans la façon dont on est présent pour nos participations. Je pense que, je sais pas tout ce qu'on dit de nous, je pense qu'on dit pas de nous qu'on est du genre à laisser le truc au moment où ça marche pas, à plus répondre au téléphone et à pas être... Voilà, on est plutôt en mode, on se remonte les manches. Et on va essayer d'être présent. Après, est-ce qu'on fait tout bien? Ça, j'en sais rien. Mais à minima, cette implication et cet engagement et ce niveau d'exigence qu'on s'applique quand il y a des situations compliquées ou pas d'ailleurs, mais qui nécessitent un peu de travail, ça, c'est un truc qui est très important. Et ensuite, on a fait quelques séminaires et quelques événements avec les dirigeants de nos participations. Moi, j'ai un sentiment, c'est qu'on s'est bien marré à chaque fois.
Et que tout le monde a passé, et c'était pas juste intéressant, ils nous ont fait faire un super atelier et tout, mais c'est qu'on arrive à avoir des moments qui sont sympathiques. Et ça, ouais, je pense que c'est sur les 2 derniers, là, à la fin de la journée, on s'est dit, en fait, on a une communauté qui nous ressemble de ce point de vue-là. Effectivement, c'est pas un mot qui revient souvent, que la communauté ou l'écosystème qu'il peut y avoir derrière. Tu as tendance à le voir comme une relation très bilatérale, finalement, avec tes investisseurs. Et là, il y a aussi ce côté, en fait, on prend un ticket chez toi, mais on t'ouvre la porte vers plein de choses aussi, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Et tu vois, justement, on parle beaucoup des fonds qui choisissent les entreprises dans lesquelles elles investissent. Mais pendant un temps, on parlait aussi beaucoup des entreprises qui étaient un peu hype et qui choisissaient les fonds qui allaient investir chez eux. Et en gros, tu laissais pas rentrer n'importe qui voulait rentrer, quoi. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez déjà sur au moment de se découvrir avec une potentielle participation de ces valeurs-là, de cette mission-là? Et est-ce que tu remarques que c'est un élément différenciant ou pas? Oui, alors oui, on en parle de plus en plus. Je pense que je sais pas te dire si. Alors, on parle de notre mission. Est-ce qu'on parle des valeurs? Oui. Moi, je pense que on en parle souvent dans les pitchs au démarrage. En tout cas, les aspects que je viens de te dire, enfin, sur la façon dont on se comporte et dont on veut se comporter avec nos participations, on l'explique, on le montre quand on est dans une phase pré-investissement. Et ensuite, on encourage beaucoup, moi je pense que c'est le meilleur truc, les éventuels les entrepreneurs qu'on aimerait accompagner, on les encourage à appeler ceux qu'on accompagne déjà. On dit beaucoup, les investisseurs, ils font des ref calls. C'est marrant, c'est la prise de ref inversée. Ouais, elle est hyper importante. Bien sûr. Parce qu'en plus, ça marche pas avec tout le monde. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs, se faire des événements avec plein de gens et se dire à la fin, je me suis bien marré, c'est pas du tout c'est pas du tout ce dont ils ont envie. Et donc, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ça. Et la prise de ref, elle est hyper importante. Et savoir ce qu'on fait quand tout va bien, savoir ce qu'on fait quand ça va mal, savoir ce qu'on fait quand le téléphone, est-ce qu'on décroche quand le téléphone sonne, est-ce qu'on se bouge un petit peu. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes, et la prise de ref, en ce sens, elle est extrêmement importante dans les process, dans les deux sens. Oui, c'est intéressant parce que c'est très, encore une fois, c'est une analogie complète qu'on peut complètement faire avec le candidat et qui devient employé. Le pire truc quand t'es candidat, c'est quand on te drague pour te faire rentrer. Et une fois que t'es rentré, tu découvres que en fait, toute la façade était jolie, mais quand tu pousses la porte, c'est l'enfer derrière, quoi. Et tu veux surtout pas ça avec un investisseur parce que il détient un bout de ta boîte. Concrètement, il peut être très très embêtant s'il a envie de l'être, quoi. Ça, c'est clair. Donc c'est effectivement pratique. Faut bien se connaître. Enfin, il faut se connaître. Faut avoir les idées claires sur ce que ça veut dire d'avoir un investisseur à son capital quand on est entrepreneur. Pour nous, ce que veulent dire différentes configurations d'investissement, que ce soit avec un entrepreneur qui est majoritaire dans sa boîte ou à l'inverse qui est très peu au capital de sa boîte parce qu'il y a plein de fonds. Enfin voilà, faut qu'on soit au courant de tous ces trucs. Ouais, bien sûr. Et je reviens sur ce côté mission que vous parliez avec vos participations. C'est pareil, il y a aussi ce côté, c'est rassurant de savoir qu'on bosse avec des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font et qui s'appliquent les mêmes contraintes qu'ils vont nous demander de nous appliquer. Juste par curiosité, comment ça marche quand t'es un fonds à mission? Enfin, c'est quoi on parlait de t'as une structure avec une mission en haut qui se décline en différents objectifs qui sont extra-financiers. Comment ça se matérialise chez vous? C'est quoi ces objectifs extra-financiers quand t'es un fonds qui, par essence, c'est quelque chose de financier? Alors, ça se traduit à plusieurs niveaux, et comme on est en plein, nous, dans l'écriture de notre propre modèle de mission et nos objectifs, je les connais évidemment pas par cœur. C'est pas grave, ce que je peux te dire, c'est que il y a plusieurs sujets sur lesquels on travaille. Il y a le côté alignement sur ce qu'on dit de performance financière et performance d'impact. Est-ce qu'on dit ça parce que c'est la hype et c'est le sujet du moment? Ou est-ce qu'on a des vraies mécaniques qui fonctionnent pour s'assurer qu'on est bien aligné sur ces sujets-là? Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est sur le carried interest, donc notre incentive à la performance du fonds, il dépend à 50% de l'atteinte de critères financiers, assez classiques, c'est comme ça que c'est conçu à la base, et à 50% d'atteinte de critères extra-financiers, donc les niveaux d'atteinte des business plans des sociétés de notre portefeuille. D'accord. Donc ça veut dire quand même qu'on a matérialisé le fait que si on faisait que de la perf financière mais pas de perf d'impact, nous on toucherait pas l'incentive, au moins 50% de l'incentive lié à ça. Donc ça c'est le premier garant.
Et un autre sujet sur lequel on décide d'apporter des preuves, c'est on a créé un petit fonds de dotation en 2020 et sur lequel on renvoie 5% de notre chiffre d'affaires. Et qui vient ensuite financer des associations, donc c'est du c'est du don et de l'accompagnement opérationnel en pro bono à des associations qui délivrent de l'impact et qui ont besoin d'aide à se structurer et à grandir. Et ça aussi, c'est une preuve de notre objectif, c'est pas juste d'aller chercher 5 points de marge en plus et de se verser des dividendes. On pense qu'on a un rôle à la fois de redistribution dans un univers où globalement il y a pas mal d'argent. Et deuxièmement, de dire l'impact, il passe par des modèles économiques qui arrivent à allier la performance business et la performance d'impact. Il y a certains sujets, si on se réfère à nouveau aux objectifs de développement durable, l'objectif sur la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim dans le monde, c'est pas complètement évident de trouver tout de suite un modèle économique qui va générer de l'EBITDA. Donc ça, c'est des objectifs qu'on va plutôt essayer d'adresser via les associations qu'on soutient. Hyper intéressant. Oui, parce qu'effectivement, je me posais la question de savoir comment, avec un portefeuille aussi varié, si tu as un portefeuille sur tous les ODD, tu vas avoir des indicateurs d'impact qui n'ont rien à voir d'un objectif à l'autre et d'une société à l'autre. Comment vous arriviez à agréger ça au niveau de Ring pour vous-même vous fixer des objectifs? C'est cette perspective très méta qu'on se pose pas pour une entreprise qui agit directement sur un sujet. Eh ben, c'est une très bonne question. C'est compliqué. Aujourd'hui, pour chaque dossier et chaque participation, on a des indicateurs qui leur sont propres. Ensuite, de fait, par secteur, par thématique, on a des indicateurs qui vont être de plus en plus standardisés sur les tonnes de CO2 évitées, sur des sujets de décarbonation, par exemple, sur de la formation professionnelle et retour à l'emploi, sur le nombre de personnes ou le pourcentage de personnes qui suivent la formation qui ont un retour effectif à l'emploi 6 mois après, 2 ans après, etc. Donc, il peut y avoir des agrégats, mais le seul indicateur qu'on arrive à avoir au niveau d'un fonds, c'est le pourcentage d'atteinte de nos objectifs d'impact. Donc, on sort du sujet et on dit, on agrège. On a des business plans partout. Est-ce qu'on les a atteints à 10%, 20%, 50%, 100%? On pondère ça avec les montants investis et on a notre indicateur, nous, d'atteinte des objectifs d'impact. Oui, c'est intéressant parce que d'une part, ça a beaucoup de sens et d'autre part, finalement, ça vient aussi relativement illustrer vos valeurs. Enfin, on parle encore une fois de cette valeur de performance et de collectif. Là, c'est pareil, c'est très collectif. C'est-à-dire que s'il y a un associé, un fonds qui a sacrifié un peu l'impact, ça tape sur tout le monde, quoi. Donc, les intérêts sont très alignés à tous les niveaux. Ouais, et la petite garantie qu'on a quand même, si jamais, à nouveau, on fait de la performance financière, mais pas de performance d'impact, donc l'équipe ne touche pas 50% du carried interest parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs extra-financiers, pour pas laisser cet argent à nos investisseurs, qui sont des gens charmants, mais pour qu'eux aussi soient alignés avec nous, l'argent va dans ce cas-là dans le fonds de dotation. D'accord. Le 50% restant va dans le fonds de dotation en disant au moins on a une garantie d'impact. Si on n'a pas investi dans les entreprises qui ont les bons modèles et qui délivrent vraiment cet impact, au moins on ira vers des assos sur lesquels on est à peu près sûr que sur des modèles comme les leurs, il n'y a pas beaucoup de sujets sur l'impact qui est créé. Dans tous les cas, on aura de l'impact. Exactement. Et alors donc du coup, on s'est promis qu'on ferait pas l'histoire des 6 ans de Ring, mais tu vois, donc, en 2 ans, vous avez fait ce travail, mission, valeur, vous avez globalement balayé toute la culture. Finalement, 2 ans après, qu'est-ce que ça a changé de faire ce travail? Ça a changé. Je pense qu'on sait plus qui on est. Ça, c'est sûr. On est mieux. On est tous plus cohérents sur la façon dont on se présente, dont on est. Donc, ça a amené beaucoup de cohérence en interne. C'est pas chacun a sa propre interprétation de ce qu'est Ring et qui est Ring. Ça, c'est le premier point. Un point très important, c'est sur le recrutement. On est quand même passé effectivement, sur les 2 dernières années, de 12 à 20. On n'est pas encore une multinationale, mais c'est quand même beaucoup de recrutement. Enfin, on a quasiment doublé de taille. Et dans un univers où tu passes pas, tu connais peu de fonds qui ont 1000 employés, quoi. Non. Donc, effectivement, c'est assez structurant et ça a été extrêmement, extrêmement utile sur la phase de recrutement, d'onboarding. Enfin, voilà, sur l'aspect RH. C'est majeur et ça nous a, là aussi, on a gagné une maturité sur la capacité à identifier avec qui on voulait travailler, comment est-ce qu'on favorisait l'onboarding des nouveaux arrivants, etc. Majeur. Donc,
Voilà, je dirais que c'est les 2 points les plus saillants. Notre identité, et qu'elle soit claire, définie, cohérente, partagée. Et j'imagine, vu de l'extérieur, que c'est un peu plus clair aussi qui en est, si on est un peu plus cohérent sur notre identité. Et 2, c'est ce point effectivement de recruter les bonnes personnes qui matchent avec ces valeurs et qui sont au service de la mission. Oui, c'est intéressant, encore une fois, d'avoir poussé sur les valeurs, parce qu'il y a 2, 3 ans, même 5 ans, le simple fait d'être un fonds, entre guillemets, à impact, c'était suffisant pour te différencier et attirer des talents. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et vous avez fait justement ce choix d'aller encore un step plus loin dans la différenciation, quoi. Donc, ça doit pas être simple, effectivement, de se différencier dans un truc qui est déjà, par essence, différenciant d'être un fonds impact. Oui, c'est sûr. Et à nouveau, c'est toujours différenciant à plein de niveaux. C'est déjà en interne, entre nous, est-ce que on est clair sur le fait pourquoi sur la raison pour laquelle on travaille chez Ring par rapport à d'autres fonds d'impact. Et effectivement, ce point-là, il est très important. Et non, on est effectivement assez convaincus que la différenciation, c'est quelque chose d'assez... on prend les cours de stratégie des années 80. Alors, voilà, c'est ça. Je pense que c'est hyper important. Voilà. Et moi, j'ai je viens du marketing, j'ai fait quelques années sur des sujets de marque, etc. Voilà, ces trucs-là, tu les retrouves, la cohérence d'ensemble entre la mission, la marque, les valeurs. Enfin, il y a quelque chose d'assez puissant si tu arrives à bien prendre le sujet par le bon bout. Bah, complètement. Donc, fonds à mission, fonds avec des valeurs, fonds avec un écosystème aussi. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé du fonds, des participations, des gens qui travaillent chez Ring, des gens chez qui vous investissez, et pas forcément cette notion d'écosystème un peu plus large. Tu as parlé de philanthropie, de pro bono. Tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, c'est quoi les sujets sur lesquels on travaille et comment on le fait quand on est un fonds d'investissement? Alors, pour moi, l'écosystème, en fait, c'est parti assez naturellement du fait qu'on est une petite équipe, mais on passe notre vie à être tourné vers l'extérieur. C'est vraiment un métier, le métier d'investisseur, où tu es tourné vers l'extérieur. T'aimes pas rencontrer des gens et pas faire ce métier. Et t'en rends compte tout le temps. Tout le temps, parce que, effectivement, à minima, tu as tes investisseurs et les entrepreneurs, sachant que les entrepreneurs, les chiffres, en gros, c'est pour un fonds, on va prendre mission, un fonds de VC, tu reçois 1000 dossiers, t'en fais 5 par an. Alors tu rencontres pas 1000 entrepreneurs parce que tu fais un filtre, mais tu rencontres quand même du monde déjà. Les entrepreneurs donc que tu finances et ceux que tu vas pas financer. T'as toutes les personnes que tu sollicites au moment des due diligence, donc des corporates que t'appelles, des clients que t'appelles, des gens pour comprendre un peu mieux, comprendre le secteur, réfléchir, etc. T'as plein de candidats que tu vois pour tes participations ou non, enfin qui passent par l'intermédiaire des fonds. T'as des experts de sujets, on fait travailler des auditeurs sur les sujets d'impact. Mais sur les sujets business aussi. Enfin, donc en fait, t'as un écosystème énorme et j'ai certainement décrit qu'une toute petite partie. Effectivement, t'as tout le côté asso aujourd'hui qu'on a rajouté en plus à notre écosystème. On prend des engagements et on travaille sur certains sujets, sur des mouvements de place. On est membre depuis le début et assez actif dans un mouvement comme Take Your Place, qui est un mouvement de Diversity Days dédié au sujet de la diversité et de l'inclusion dans le secteur de la tech. On a monté un programme sur le sujet de la mixité et du développement du leadership des femmes. Pareil, on travaille avec plein de gens. Enfin voilà, donc on passe notre vie à être tourné vers l'extérieur. Et en fait, il y a énormément de valeur à créer si on arrive à gérer cet écosystème. Et en fait, ce qui est très important, et à nouveau, on revient sur... je pense que je suis un peu répétitive, mais quand on a une mission claire, quand on a des valeurs claires, en fait, ça donne un dénominateur commun à cet écosystème qui, du coup, sait pourquoi il se réunit, sait pourquoi il peut créer de la valeur ensemble. Les gens savent pourquoi ils sont là. Et on a fait l'année dernière le premier événement vraiment de l'écosystème de Ring à 1 heure de Paris. Il n'y avait pas tout le monde, on était une centaine de personnes. Mais ce qui était flagrant, c'était effectivement cette capacité à créer du lien et du dialogue entre des gens qui ne se connaissaient pas, qui s'étaient jamais connus et potentiellement qui se connaîtraient jamais, mais parce qu'il y avait ce dénominateur commun qui est la mission, qui est l'impact. Et en fait, ça, c'est hyper puissant. En fait, un écosystème, il vit si lui aussi, il a une mission commune, des valeurs communes.
Donc, c'est pas exactement les mêmes et on n'a pas fait l'exercice d'écrire les valeurs de notre ça serait écosystème. intéressant. On veut bien faire avec vous, si vous voulez. Mais cela étant, elles sont pas très loin des nôtres. Probablement pas, parce que tu choisis des gens qui sont résonnants avec tes valeurs. Donc, le collectif, comme quand tu es dans un truc d'écosystème, ça marche. Et quand tout le monde peut se rendre des services, travailler ensemble, ça marche. La performance, oui, parce que tout le monde est au service de la même mission. Donc, tout le monde va aller dans le sens de cette mission et délivrer de la performance. Et sur le côté Fresh Energy, en fait, c'était un événement très sympa où on a passé un super moment. Et on s'est marré. Exactement, ouais, exactement. Donc finalement, on se retrouve autour de ces valeurs et de cette mission commune. Donc, c'est hyper important et ça le sera de plus en plus. C'est intéressant. Là, on disait on est passé de 12 à 20, on n'est pas encore une multinationale. Si tu raisonnes en termes de nombre d'employés directs de Ring Capital, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as cette place-là dans un écosystème, tu es aussi l'acteur qui crée le lien entre plein de gens qui, comme tu dis, se parleraient jamais, que ce soit les individus ou les boîtes. Enfin, des auditeurs parleront pas forcément avec des entrepreneurs. T'as les corporates dont tu parles, les avocats que tu manques pas de mobiliser. Enfin, tu viens vraiment faire le lien. Et t'es un peu le nœud de cet écosystème-là. Pardon, je remets un peu d'humilité. Vas-y. On est un tout petit écosystème et c'est minus et on crée un peu de... Enfin, pour l'instant, c'est plus une volonté, un mindset que aujourd'hui on peut pas. Je pense qu'il y a des écosystèmes un peu plus puissants que le nôtre, mais en tout cas c'est cette volonté de le créer et où on voit avec ce dénominateur commun mission valeur que d'un seul coup il prend plus de puissance, quoi. Oui, ça fait caisse de résonance. Oui, alors effectivement il y a sûrement des écosystèmes plus gros que le vôtre, mais ça n'empêche pas de valoriser ce qui se fait, tu vois. Et justement tu disais que tu travailles sur les sujets de mixité, de diversité, c'est ça dont tu parlais juste avant. Tu veux nous en dire plus sur ces événements-là que vous avez créés ? Oui, on essaye de s'engager sur ces sujets à la fois de diversité et de mixité. Alors l'un est un peu inclus, enfin la mixité est un des sujets de diversité parce que j'ai une conviction assez forte, je pense, et il faut pas être un très fin observateur pour se rendre compte qu'on est dans notre écosystème, il manque un tout petit peu de diversité. Il faut pas être non plus Einstein pour se dire qu'il y a des très bonnes choses à aller chercher dans la diversité et la richesse. Nous, on l'a vécu avec la diversité des profils quand on a créé l'équipe au démarrage. Je pense que sur le papier, on n'était pas du tout l'équipe rêvée parce qu'on avait plein de compétences différentes, mais quand même, ça manquait un peu d'investissement dans tout ça. Donc, on est assez convaincus de tout ça et on pense qu'on a un rôle à jouer de par cette place dans un écosystème plus ou moins large de contribuer à ça. Donc, effectivement, on a deux mouvements. Enfin, il y a le mouvement Take Your Place avec qui est un des mouvements de Diversity Days avec une figure de proue qui est Anthony Babkin, qui est un mec extraordinaire que j'encourage tout le monde à rencontrer ou à suivre, qui monte ce programme pour faire adhérer les boîtes de la tech et les fonds d'investissement à des bonnes pratiques et avec les pieds sur terre. Il y a pas d'idéologie, c'est hyper concret, c'est hyper terre à terre, c'est top. Et donc ça, on est assez actif dans ce mouvement-là. Et il y a un sujet effectivement assez important sur la mixité dans notre écosystème aussi, qui est un vrai problème parce que il y a un manque de mixité assez fort. Et en fait, ça a des conséquences. C'est une vraie spirale négative là-dessus. Et en fait, si on revient au sujet de la culture, ce qu'on est en train de travailler avec via ces deux mouvements, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer au sein des entreprises ou au sein des fonds des cultures qui favorisent la diversité et la mixité. Et quels sont les éléments de ta culture qui font que en fait t'es excluant versus des trucs qui sont beaucoup plus inclusifs? Comment est-ce que tu peux réfléchir à tout ça? C'est pas du tout une question simple. Non, mais je sens que les valeurs work hard, play hard, ça te plaît pas particulièrement, par exemple. Ouais, effectivement, c'est pas mes préférés. Mais c'est plein de choses. Et c'est effectivement la culture, les valeurs, c'est les rituels, et puis c'est en fait se questionner. C'est beaucoup de. Je pense que ces sujets-là, ils ne peuvent être traités que si on accepte de se remettre pas mal en question. Il y a plein de gens qui aimeront pas, mais de déconstruire un certain nombre de. Voilà. Quel gros mot, mon Dieu. Voilà. Non, ça devrait aller. De la façon dont on raisonne, des réflexes qu'on a, etc.
Et dans la culture, c'est hyper important. Et si on arrive à aller suffisamment loin dans la réflexion sur qui on est, qui on veut être, etc., je pense qu'on peut créer des cultures qui favorisent ces mouvements-là, ou à l'inverse, on peut avoir des cultures d'entreprise qui jamais ne laisseront la place ni à la diversité ni à la mixité. Donc comment et parfois c'est assez inconscient. Oui, et surtout qu'il y a quand même un présupposé qui est dans la culture de dire qu'une culture elle existe, que tu le veuilles ou non, tout groupe d'humains, de plus de 2 personnes probablement, a une culture. Par contre, quand tu es sur une culture qui devient une culture intentionnelle, comme ou aspirationnelle, ce qui est en train de dire, là ça peut frotter un peu. Ouais. Parce que tu dois effectivement le déconstruire, tu dois comprendre les biais que tu as, et surtout tu dois faire changer les choses, et donc faire changer les gens. Ça, c'est pas forcément évident à l'échelle d'une organisation. Non, c'est hyper compliqué. Alors, il y a des choses pas si difficiles à faire, il y a des étapes, et l'écosystème peut avoir une très grosse influence. Parce que sur plein de sujets de changement et de transition, cette notion de tipping point et de point de bascule, j'aurais pu le dire directement en français plutôt que de passer. On est habitué. Moi, je fais un anglicisme par phrase en général. Donc cette notion de point de bascule, elle est intéressante. Parce qu'en fait, oui, au bout d'un moment, quand on est plein et on a une certaine masse critique à se poser des questions, à déconstruire certains réflexes, certains modes de fonctionnement, en fait, ça va entraîner... La norme change aussi. Voilà, la norme change aussi. Donc, tout ça, on essaye de donner une cohérence à tous ces sujets-là. Et la culture est finalement assez centrale. Bien sûr. C'est hyper intéressant en tout cas. Ça me donne envie de creuser, tu vois, c'est cette intention que tu peux mettre dans la culture et finalement de le faire vers des choses qui vont aussi servir à la mission que tu t'es fixée. Donc, encore une fois, hyper cohérent. C'est trop bien, merci beaucoup. Ça pourrait être la fin. J'ai juste une dernière question pour toi, c'est une question traditionnelle sur ce podcast. Et bien en plus, c'est pas le plus dur pour toi, parce que tu dois donner beaucoup de conseils à beaucoup d'entrepreneurs, souvent. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant pour faire de sa culture entreprise un levier de croissance pour son entreprise? J'aimerais dire un truc très intelligent. Non, je pense que, tu l'as beaucoup dit. Moi, je crois beaucoup à la cohérence. Que si ta culture est très cohérente avec ta mission, t'as plus de chances que ça marche. Donc, effectivement, on pourrait imaginer d'avoir des trucs complètement différents, mais c'est vraiment de se poser la question de dans quelle mesure les éléments constitutifs de ma culture sont directement au service de ma mission, qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas d'arbitrage à faire entre l'un et l'autre. Et à nouveau, je pense que moi, j'ai un peu été biberonnée au sujet de marques. Et les marques qui sont fortes, c'est des marques où il y a une forte cohérence, une assez grosse discipline, il y a du cadre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une certaine agilité, mais je pense qu'autour de ces sujets de culture et de mission, faut pas hésiter à mettre un peu de cadre, faut pas hésiter à avoir un peu de discipline. Tu vois, les valeurs, je pense qu'il faut être discipliné. Si on voit des trucs qui sont pas en phase avec les valeurs, il faut le dire, il faut avoir une approche un peu systématique. Voilà. Donc c'est vraiment cette recherche de cohérence un peu systématique. Ensuite, c'est un travail progressif. Mais si tu acceptes de vivre avec des trucs qui marchent pas complètement bien ensemble, a priori, ça va pas bien le faire. Merci pour ça. Et puis quand tu as besoin de concilier impact et performance, t'as pas de cohérence, ça va être vraiment très compliqué de réussir à concilier les deux. Merci beaucoup, Marie-Capucine. Merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, c'était chouette. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.